Loin des plages de cocotiers, à 5 heures de route de Dakar, nous pénétrons dans la zone sahélienne et semi-désertique du pays. Tous les 30 ou 40 kilomètres, on y trouve des forages qui vont puiser l'eau à plus de 150 mètres de profondeur. Et après la courte saison des pluies, ce sont les seuls points d'eau qui permettent aux familles de se ravitailler et au bétail de s'abreuver. À Ouidou Tiengoli, c'est le jour du marché. Nous avons rendez-vous avec notre guide, Aliou Guissé. Il est professeur d'écologie végétale à l'université de Dakar. Il y a des problèmes liés au changement climatique, certes, mais il y a aussi des causes qui sont surtout liées au surpâturage. C'est-à-dire ici, c'est une zone sylvopastorale. Aussitôt après la saison pluvieuse, ce bétail va passer, va pratiquement brouter toute l'herbe. Et vous verrez ici, quand vous revenez dans un mois ou deux, maximum, il ne restera plus rien. Rien du tout. Il y a eu des périodes où on voyait pratiquement des animaux, des moutons, des bœufs qui mouraient pratiquement en plein milieu du Sahel. Qui mouraient, on trouvait des carcasses. Ma foi, c'est parce que donc justement, il n'y avait plus assez d'aliments. Et c'est ça qui a été à l'origine justement des phénomènes de transhumance vers le sud, n'est-ce pas, du pays où justement ce pâturage-là subsistait encore. Pour résister à cette désertification et éviter l'exode de toutes les familles qui vivent dans le Sahel, le Sénégal n'a pas dit son dernier mot. Avec 10 autres pays de l'Afrique sahélienne, le Sénégal s'est engagé dans un projet vraiment pharaonique. Il s'agit de créer une gigantesque zone arborée qui part d'ici et qui va jusqu'à Djibouti. Yarama. Yarama. Voilà. Ce projet, on l'appelle la Grande Muraille Verte, une muraille de 7000 km de long et 15 km de large qui va traverser toute l'Afrique. En fait, ce projet, il a déjà commencé ici au Sénégal, car nous sommes sur la première parcelle qui a été plantée en 2008. On vous raconte tout ça dans la séquence qui suit, juste en dessous. Non, en dessous. La Grande Muraille Verte ne sert pas à protéger des frontières, mais à lutter contre la désertification. Elle traverse l'Afrique d'est en ouest au travers de la zone sahélienne au sud du Sahara. Lancé dès 2005 par les chefs d'État des pays du Sahel, ce projet de régénération forestière s'étend de Dakar à Djibouti sur près de 7000 km de long et 15 km de large. Un bon morceau de muraille. Alors forcément, ça demande du temps et des moyens, et tous les pays n'en sont pas au même point. À l'Observatoire Homme-Milieu de Tessékéré au Sénégal, les scientifiques travaillent justement à l'élaboration de cette muraille. Ce qu'on essaye ici, c'est effectivement, nous les scientifiques, c'est de comprendre plusieurs choses. D'abord, comment réagit l'écosystème avec ces plantations? En quoi ça va le modifier? Quel est par exemple le taux de survie des arbres? On est dans un milieu avec un stress hydrique important. Beaucoup d'arbres meurent. Alors évidemment, vous savez, il y a un grand problème, c'est le soleil. À partir du moment où vous avez beaucoup d'arbres, vous avez une couverture ombragée qui se met en place, et du coup, ça permet à certaines herbes de pouvoir pousser sous ces arbres. Et forcément, quand la végétation revient, la faune aussi. Des insectes, des rongeurs, on voit même revenir des oiseaux migrateurs. Mais cette muraille, elle ne joue pas que sur les écosystèmes. Ceci a aussi des conséquences sur les populations. Ça va jouer sur leur alimentation, ça va jouer sur leur santé et ça va jouer sur leurs activités économiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette forêt qui est en train d'être replantée, densifiée, va apporter des ressources nouvelles. Je donnerai deux exemples. Le premier, c'est que pour planter ces arbres, il y a besoin de pépinières. Dans ces pépinières, on sélectionne les graines et on les fait pousser. Les plants sont mis en place dès les premières pluies. Donc pour faire ceci, il faut employer du monde. Deuxièmement, grâce à la muraille verte, a été mis en place dans les mêmes zones ce qu'on appelle des jardins polyvalents, qui font entre 5 et 7 hectares, qui font travailler en moyenne 250 femmes. La production de ces jardins sert soit à l'autoconsommation, et ça augmente leur diversité alimentaire, et ça c'est très important, et ça leur permet aussi de vendre sur les marchés ces produits.
Et forcément, plus cette muraille s'étoffe, plus elle ouvre de perspectives. Mais pour qu'un tel projet fonctionne, il faut le réaliser main dans la main avec la population. Cette lutte contre la désertification, cette association des populations, ainsi que les bénéfices qu'ils peuvent en tirer, va servir dans d'autres parties du monde. En Chine, ils ont des gros problèmes avec le désert de Gobi. Dans le nord du Brésil, etc., etc. Il y a plein de zones comme ça, hyper fragiles à cause justement du réchauffement climatique. Donc ça a beaucoup de perspectives, je pense, mais il faut un petit peu de temps. Et il faut surtout que la Grande Muraille Verte marche et surtout qu'elle puisse se développer dans les autres pays. Moi, j'en veux bien plein des murailles comme celle-là. Cultiver avec moins d'eau, c'est possible? Oui, grâce au goutte à goutte. C'est l'une des techniques d'irrigation adoptées au Burkina Faso qui, pour résoudre l'insécurité alimentaire dont souffre un quart de sa population, a placé l'agriculture au centre de ses préoccupations. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, qui n'est pas épargné par le changement climatique et où souvent l'eau est une denrée rare, le goutte à goutte permet d'utiliser moitié moins d'eau en l'emmenant juste là où elle est nécessaire, grâce à ces tuyaux qui serpentent entre les cultures. Ils sont percés de minuscules trous par où l'eau s'écoule gouttelette après gouttelette. Résultat, moins d'eau et moins de temps passé à arroser les cultures. Au Togo, les agriculteurs se forment à l'agroécologie dans des champs-écoles, accompagnés par des chercheurs et des organisations non gouvernementales comme RAFIA, une ONG togolaise, et l'ONG AVSF, Agronomes et Vétérinaires sans frontières. L'objectif, réduire la vulnérabilité des familles rurales en assurant des bonnes pratiques agricoles et des revenus diversifiés. Il y a plusieurs champs-écoles qui sont organisés par différentes communautés villageoises. Et ces champs-écoles, ensuite, ils sont visités par les autres agriculteurs. Donc, c'est les agriculteurs qui expliquent aux autres ce qu'ils ont fait. Par exemple, ils apprennent à associer des cultures, testent différentes doses de fertilisation, différentes façons d'éliminer les mauvaises herbes et apprennent aussi à faire des pesticides naturels à partir notamment de piments. Mais ce n'est pas tout. Ces ONG travaillent aussi avec les agriculteurs pour lutter contre l'érosion de leurs terres. En replantant des arbres et en faisant des cordons pierreux. Donc ces fameux cordons pierreux, c'est une pratique qui était pratiquée avant, mais qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Et du coup, c'était un petit peu laissé en désuétude. Ce sont des aliments de pierre qui sont doublés de végétation, soit d'arbres, soit de vétiver, et qui permettent de stopper l'érosion linéaire des sols. En fait, c'est des sols qui sont assez peu en pente, mais qui ont des fortes pluies, parce que c'est une saison pluvieuse, et du coup, il y a du vent aussi qui érode ces sols, et qui sont donc en faible pente, mais c'est une érosion diffuse qui fait que le sol progressivement est décapé. La fine couche fertile des sols part à l'aval. Donc ces cordons pierreux stoppent cette érosion. Et en ajoutant de la végétation aux cordons pierreux, on augmente l'apport en matière organique. Donc, on améliore la fertilité du sol. Les ONG ont donc aidé les paysans à s'associer entre eux pour remettre ces cordons pierreux au goût du jour. En 1985, sur 1 hectare de terre dans la banlieue de Porto Novo, capitale du Bénin, s'est installé le frère Godfrey Nzamujo. 30 ans plus tard, ce docteur en électronique, microbiologie et en sciences du développement a fait du centre de Songhai une référence en agroécologie, mais pas que. Son initiative repose sur la formation, la production et la recherche en agriculture intégrée et durable. En d'autres termes, on observe la nature pour mieux la comprendre et utiliser tous les outils qu'elle met à notre disposition. Le problème qui m'a amené en Afrique, c'était la sécheresse, c'était la faim. J'ai dit, on ne peut pas démarrer sans l'agriculture. Mais l'agriculture, c'est pourquoi on a copié l'agriculture occidentale. C'était largement chimique. Or, l'agriculture devrait être biologique. Mais on a tué les forces africaines, la force biologique dans le sol avec les produits chimiques.
Donc pour nous, il faut reconstituer ça. Et si on fait travailler ensemble la nature, on les laisse créer l'ambiance, la nature va répondre. Donc pour nous, l'agriculture devient vraiment l'intégration de toutes les forces, que ce soit la force de l'eau, la force du soleil et les forces biologiques dans le sol, et travailler ensemble pour créer la richesse. Le maître mot de la formule Songhai, c'est intégrer. Le système repose sur une synergie entre pisciculture, production animale et production végétale. Ce qui est déchet pour l'un devient une matière première pour l'autre. Rien ne se perd, tout se transforme. Le centre comprend même un département mécanique et fabrication qui permet de mettre à disposition des agriculteurs des outils fabriqués localement et moins coûteux, ainsi que sa propre section d'agro-industrie. Un système intégré à tous les niveaux donc, puisqu'il s'intègre aussi socialement et économiquement dans le développement local. Aujourd'hui, le centre Songhai est reconnu comme centre d'excellence par les Nations Unies et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un bel exemple, non ? Au Tchad, comme dans une bonne partie de la zone sahélienne touchée par des conflits, et comme dans d'autres pays d'Afrique, le nord du Kenya ou le Congo par exemple, si on cherche bien à la racine, il y a un problème de terre. Quel lien peut-on faire entre terre et conflit ? Dans ces régions, dans les régions semi-désertiques, il y a deux problèmes. Il y a évidemment l'accès à la terre, et je ne parle pas de l'accès à la terre en tant que propriété, mais la terre en tant qu'usage. Il y a aussi l'accès à l'eau, qui conditionne la vie, parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Il y a ensuite le deuxième niveau, c'est les relations entre éleveurs et agriculteurs. Puisque les éleveurs veulent avoir de l'espace pour faire paître leurs troupeaux, ce qui est logique, et les agriculteurs veulent avoir des espaces plus confinés pour pouvoir faire pousser leurs produits, que ce soit des céréales, des légumes, etc. Et donc, au bout d'un moment, quand l'herbe, par exemple, devient rare, que le bétail commence à être très mal, qu'il n'y a plus rien à manger, on n'est pas très loin du conflit, puisque, évidemment, dans les zones agricoles, il y a de la nourriture. Mais si en plus, on donne des armes à des agriculteurs et à des éleveurs qui, parfois, en plus, n'ont pas la même religion, ça ne simplifie pas les choses. Et ces conflits s'accompagnent souvent par des mouvements de population qui sont soit dus directement à des conflits armés, soit dus à la dégradation des sols liée au réchauffement climatique, ce qui les pousse à se déplacer. À partir du moment où, dans un endroit donné, vous avez une population avec une organisation sociale, des densités de population, et que vous avez un apport massif d'une nouvelle population, c'est sûr qu'on est dans le conflit. C'est très très tendu. Mais ça, c'est plutôt le conflit lié à des guerres. Quand c'est le conflit, quand c'est la migration liée à une situation économique ou à une situation environnementale, sécheresse, manque d'eau, etc., à ce moment-là, les migrations se font toujours dans le même sens, c'est vers les villes. Donc c'est les villes qui vont grandir, avec tous les problèmes que ça va poser, en particulier de sécurité alimentaire. Parce qu'oubliez pas que dans les villes, il y a aussi une certaine fragilité des populations. Et il y a eu des émeutes de la faim dans un certain nombre de villes, parce qu'effectivement, les gens avec leurs faibles revenus n'arrivaient pas à pouvoir se nourrir. En conclusion, les problèmes de sol créent souvent un effet boule de neige bien néfaste. Raison de plus pour préserver ces terres et préserver les populations qui en dépendent. À Madagascar, pour lutter contre l'insécurité alimentaire, on fait du compost. Le compost, ça enrichit les sols en matière organique. Cette matière organique qui sera ensuite décomposée par les micro-organismes du sol et qui vont libérer donc des nutriments qui seront favorables à la croissance des plantes. Enfin, c'est même plus que favorables, c'est qu'ils vont être nécessaires à la croissance des plantes. Donc le compost, on ne le mange pas, mais il participe à la fertilité des sols. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour les petits producteurs parce que ça permet d'enrichir les sols sans avoir recours aux engrais. Dans ces pays-là, souvent, le recours à l'engrais, il faut avoir de l'argent. C'est souvent des gens qui ont assez peu de trésorerie. Et donc, avancer l'argent
pour acheter des engrais avant la récolte, ça peut être un problème. Donc c'est pour ça que l'agroécologie repose beaucoup sur le recours à une bonne gestion de ces matières organiques. Et puis sur le terrain, l'expertise de spécialistes comme ceux de l'IRD et d'AgriSud, une ONG de développement rural, sert aussi à optimiser l'usage du compost pour fertiliser au mieux un maximum de parcelles, et ça marche. Et donc nous, on va plutôt être là pour dire, ok, au lieu de mettre tout ici, on peut peut-être en mettre que la moitié et puis essayer de fertiliser d'autres champs avec l'autre moitié. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on ne perd pas beaucoup en enlevant à l'un et pour finalement avoir peu en mettant à l'autre? C'est tout ça qu'on essaye de voir avec eux pour essayer de gérer au mieux la ressource en compost ou en fumier ou en matière organique. Nampiasa compost zay, dia nampiasainay compost afaka ny vary dia tatarina. Dia namboly courgette zay, namboly concombre zay, namboly dabia zay, namboly tsaramaso zay. Zay nambolenay amin'ny compost dia tsara tarehy be ny vary avy eo eny an-tanimbary nanaovanay an'izany.